D'accord, très bien. Et je pense que vous pouvez intervenir et puis se présenter brièvement et directement on commencera. Merci Très beaucoup bien. pour l'acceptation d'intervenir dans notre deuxième édition de la conférence. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous et nous sommes très, très honorés. Merci beaucoup pour cette disponibilité. Bonjour, merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou quoi que ce soit. On a pas mal de temps, donc ça peut permettre d'explorer les choses en détail. Si vous comprenez pas, vous n'hésitez pas. Donc je suis Gaël Varocco, je suis chercheur en France dans un institut qui s'appelle INRIA, donc un institut de recherche en informatique et en mathématiques. Je travaille sur des sujets de sciences des données et d'IA depuis pas mal d'années avec des applications aux neurosciences et à la santé, mais de façon maintenant plus générale à plein de sujets de société. Euh, Depuis avant même que je m'intéresse à l'IA, je me suis toujours beaucoup intéressé au logiciel libre. J'ai toujours considéré que le logiciel libre était quelque chose de très important parce que ce qu'on fait, c'est de l'informatique. On fait de l'informatique pour l'appliquer à toutes sortes de problèmes scientifiques ou de société. Mais ce qu'on veut, c'est que le plus de monde possible puisse utiliser l'informatique et puis appliquer nos résultats. Et donc, alors j'ai fait pas mal de choses en logiciel libre, mais je fais partie des fondateurs du projet Scikit-learn de machine learning, et puis d'autres projets plus récents ou plus vieux. Et plus récemment, je me suis aussi occupé de start-up, où le but, c'est de faire en sorte que ce qu'on fait dépasse les laboratoires de recherche et soit vraiment utilisé dans toute la société. Voilà. Et si vous voulez, s'il n'y a pas de questions, je peux vous faire une présentation. J'ai prévu de vous parler aujourd'hui de préparation de données, de code spaghetti en sciences des données et et d'un logiciel qu'on développe qui s'appelle Scrub. Donc, est-ce que vous voulez que je bascule là-dessus? Oui, pour le moment, c'est bon. Super. Eh ben, je vous partage mon écran. Voilà, je partage mon écran. Normalement, vous devriez voir mon écran. Et hop là, je vais vous faire une petite présentation donc sur un sujet qui est vraiment, en gros, quelles sont les difficultés à avoir du code propre en sciences des données et comment est-ce qu'un certain nombre d'outils qu'on développe peuvent aider. Alors peut-être déjà, pour poser le problème, euh, moi j'entends de façon générale que le code en sciences des données est du code spaghetti, du code qui est difficile à mettre en production, et du code qui est difficile à maintenir. On dit souvent que beaucoup des projets de sciences des données n'arrivent pas à aller en production. Peut-être pour définir les problèmes, euh, la science des données, moi ce que j'appelle la science des données, c'est typiquement poussé en avant par des volontés d'automatiser des processus, par exemple des processus business, comme par exemple la détection de fraude ou du chiffrage de prix meilleur. Et donc, typiquement, ça correspond à faire du machine learning euh, sur des données business, donc typiquement des tableaux dans des bases de données. Euh, et moi, ce que je voudrais faire là pendant un petit moment, c'est vous montrer un petit peu comment est-ce que un data scientist peut travailler. Et donc là, pendant un petit moment, je vais basculer euh, sur un éditeur de code et on va travailler un petit peu ensemble à un problème de science des données. Euh, donc là, l'éditeur de code que j'utilise, c'est VS Code. C'est un éditeur qui, je pense, est beaucoup utilisé et qui est un éditeur que je pense qui est de qualité. Je recommande aux gens avec qui je travaille de l'utiliser. Ça n'est bien entendu pas la seule manière de travailler. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de travailler d'une façon un petit peu moderne, c'est-à-dire que j'ai Copilot. Copilot, c'est un générateur de code qui est intégré dans mon éditeur. Euh, vous n'avez pas forcément accès à ça parce que moi j'ai accès à ça gratuitement, mais il est possible que ce soit cher pour vous. Mais de toute façon, c'est pas forcément grave parce que ce que je vais vous montrer quand je vais travailler avec Copilot, c'est que l'IA et la génération de code ne résout pas tout et que de mon point de vue, moi en fait je l'utilise pas énormément personnellement.
Je vais plus utiliser là aujourd'hui que je l'utilise dans ma vie de tous les jours. Et donc, mon point de vue, c'est que, contrairement à ce qu'on entend parfois, ça résout pas tous les problèmes. Mais pour vous montrer ça, ben, on va se projeter un peu dans le futur, ou en tout cas dans le bleeding edge, hein, les techniques de développement avancées. Et je vais utiliser l'IA pour coder. Donc, la manière, je ne sais pas si vous avez l'habitude de ça, mais une des manières de le faire, c'est que je peux demander quelque chose à l'IA, à Copilot. Donc, pour ça, je vais lui demander, je lui donne ces consignes suivantes. Je lui demande de lire les données du fichier employeesSalaries.csv et de construire un modèle prédictif qui prédit la colonne salaire à partir des autres. Je le lance. Donc là, on voit qu'il tourne. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'envoyer ça à une IA, un modèle de génération de code, qui va me générer le code. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Et donc, pendant qu'il tourne, je vais le faire d'une façon un peu plus manuelle, mais juste semi-manuelle. D'accord? Donc, il faut que je vais effacer je vais effacer les bouts de code pour recommencer à partir de zéro. Hop là, voilà, voilà, comme ça, on le construira ensemble. Alors, j'efface aussi ça. Donc, là, ce que vous voyez, c'est que donc je travaille avec de l'IA, et donc ce que vous voyez, c'est que l'IA passe son temps à me suggérer des complétions. Et donc, ce qui est important de voir, c'est qu'il suggère ces complétions en fonction de ce que j'ai tapé avant. Et là, il me fait n'importe quoi, puisque je lui demande de charger les données à partir du employee salary, et puis du fichier employeesSalaries.csv, et il me dit d'utiliser scrubs.datasets. Alors, c'est pas grave, je peux le forcer. Donc, vous voyez, là, je force, je tape des choses, je sais que je vais utiliser les pandas, la librairie pandas pour lire le fichier, et donc je fais import pandas SPD, et là, je l'ai remis dans la bonne direction, et il me propose une complétion qui est raisonnable. Il me propose d'utiliser pandas.readcsv pour charger le fichier. Voilà. Alors, bon, j'ai fait une erreur, je l'ai vu avant de le taper. J'ai fait une erreur en employees salary. Est-ce qu'il y a une question? Non. J'entends du bruit de fond, donc je me demandais s'il y avait une question, mais c'est pas le cas. Voilà, donc je corrige, vous voyez là, je corrige ça, et il me propose de corriger ça. Voilà, donc maintenant, quand je le fais tourner, ça tourne, et je peux jeter un coup d'œil à cette data frame, et donc on voit que c'est une data frame assez riche. Voilà. Alors je vais tout de suite commencer à utiliser Scrub. Normalement, j'ai prévu de l'utiliser un peu plus tard, pour vous laisser le temps de voir comment ça marche sans Scrub, parce que Scrub est un package assez nouveau. Mais je vais tout de suite profiter de Scrub après tout. Je vais importer Scrub, et je vais utiliser ce qu'on appelle le table report pour afficher les données. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'on obtient cette visualisation-là. C'est presque la même chose que ce qu'on obtient avec Panda, mais c'est beaucoup plus interactif, et donc on peut un peu explorer ce tableau de données. Vous voyez, donc on a un tableau de données qui a différentes colonnes. C'est des individus qui travaillent en l'occurrence dans des administrations publiques aux États-Unis. Et donc on a toutes les différentes colonnes qui nous donnent différentes choses quand ont été embauchés les individus, et on va essayer de prédire la colonne salaire. Et donc, avec le table report, hein, vous voyez là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait scrub.table report sur une data frame. En fait, on a un affichage interactif qu'on peut explorer. Et par exemple, si on sélectionne cette colonne pour voir quels sont les départements, on voit la distribution des départements. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que 20% des gens travaillent dans le département de la police, et 17% des gens travaillent dans les départements de santé. Voilà. Et puis après, on a des pompiers, on a d'autres choses. Voilà. Et donc, on peut faire ça pour chaque colonne. Par exemple, pour les colonnes numériques, comme le salaire, on va voir qu'on a ce genre de distribution de salaire avec quelques personnes qui se détachent en gagnant sensiblement plus, mais une masse. Voilà, très bien. Donc, on a ça, mais là, temporairement, je vais travailler sans Scrub, et je vais construire une pipeline prédictive. Donc, je vais
Donc là, pour utiliser l'IA, ce que je fais, c'est que je fais attention de mettre des commentaires parce que c'est les commentaires qui permettent à l'IA de savoir ce que je veux faire. Et donc, je vais commencer par lui dire de séparer les données en un jeu d'entraînement et un jeu de test. Donc, split the data in training and testing set. Et donc, là, il me suggère automatiquement que ici, j'utilise l'IA pour générer du code et la manière dont il marche, en fait, c'est qu'il a vu beaucoup de textes similaires et donc il est capable de compléter. Donc là, il me suggère d'utiliser la fonction train test split de scikit-learn et puis après, en fait, il montre comment l'utiliser. Voilà, donc j'ai les données, data, et il me les split en train et test. Euh, et, euh, et on prend une fraction du jeu de données d'entraînement qui est de 20%. Mais je me rends compte que j'aurais dû, avant, séparer la colonne que je veux prédire. Donc, set up the target variable. Donc, je définis la variable cible. Et là, je vais être un peu je vais vraiment laisser guider par l'IA. Donc, je vais vraiment accepter de façon générale ce qu'il me suggère. Donc, il me dit, bah, target column, c'est salary. Il me dit X, c'est les données, c'est data, mais je prends toutes les données sauf la target column. Y, la variable que je veux prédire, c'est data et la target column. Et là, il me dit que bah, il faut probablement que je change ici. Euh, et, euh, et non, il faut que je refasse cette étape-là. Voilà, maintenant, il le fait mieux. Maintenant, il me fait un train test split sur X et Y. Et il me sépare à la fois X train, X test et Y train, Y test. Est-ce que d'ailleurs, c'est classique, est-ce que tout le monde a l'habitude de faire du machine learning et tout le monde a l'habitude comme ça de séparer le train et le test? Je vais partir du principe que oui, mais si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Alors, maintenant, la difficulté, c'est que ces données ont des variables catégorielles. Et donc, il va falloir que j'encode les variables catégorielles. Donc, je dis d'encoder les variables catégorielles. Voilà. Et donc, là, je vais utiliser pandas.getDummies. Alors, juste pandas.getDummies pour vous montrer ce que ça fait. J'ai des données comme ça. Et il faut que je les transforme en des données numériques. Et ici, j'ai une colonne qui est la colonne city, donc la ville. Et il faut que je l'encode avec des représentations numériques. Et on peut l'encoder en faisant des dummy variables. Et donc, les dummy variables, qui s'appelle aussi one-hot encoding, c'est l'idée de dire qu'on va mettre des colonnes de 0 et de 1, où une colonne désigne une ville et on ne peut appartenir qu'à une seule ville. Donc, on n'a que chaque ligne à 1 que dans une seule colonne. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait quand on fait ça, get dummies. Voilà. Donc là, j'ai encodé les variables catégorielles. Et maintenant, je peux appliquer, je peux utiliser un modèle d'apprentissage statistique, un modèle de machine learning. Voilà. Donc, je vais utiliser un random forest regressor, donc une fois aléatoire. Alors, juste ici, je vais juste changer quelque chose. Je vais lui demander d'utiliser tous mes mes cœurs de calcul parce que j'ai plusieurs cœurs sur mon ordinateur portable. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis n's jobs égale -1. Voilà, et donc là, je vais fitter le modèle sur les jeux de données d'entraînement, sur l'entraînement. Voilà. Donc ça tourne, ça prend quelques secondes normalement. Hop là, et vous voyez que là, on a un modèle qui est fité. Alors, soit dit en passant, vous voyez ici la représentation d'un modèle scikit-learn, la représentation moderne d'un modèle scikit-learn. On voit plusieurs choses. On voit qu'il me dit qu'il est fité. Et ça, je le sais parce que le modèle est bleu. Et on voit que ici, si je veux accéder à la documentation, je peux cliquer là-dessus. Et ça m'ouvre, hop là, une fenêtre qui m'amène vers cette documentation. D'ailleurs, chose amusante, ça m'a amené sur la documentation de développement, ce qui est effectivement le cas parce que j'ai la version de développement de scikit-learn sur mon ordinateur portable. Voilà. Donc, autre chose qu'on peut voir, c'est que on peut voir les paramètres de ce modèle. Alors, il a pas mal de paramètres, hein.
Il y a par exemple le paramètre endJobs égale que j'ai mis à -1. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on peut voir aussi la description du paramètre. Donc pour chaque paramètre, je peux juste en regardant interactivement la représentation du modèle, je peux voir la description du paramètre et voir ce qu'il peut dire. Ça peut être important parce que ces modèles ont beaucoup de paramètres qui peuvent être utilisés pour changer le comportement du modèle. Très bien. Une fois que j'ai fité le modèle, alors cette description de paramètres d'ailleurs, elle est peut-être uniquement dans la version de développement, je me souviens plus. Elle a été rajoutée récemment et je me souviens plus si on a déjà publié la version de scikit-learn. Mais bon, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous l'aurez demain. Voilà, et donc maintenant, je peux évaluer le modèle sur des nouvelles données. Alors, ça, en passant, ce que vous voyez, c'est que je suis toujours un peu en train de me battre contre l'IA, parce que l'IA passe son temps à me suggérer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais en ce moment. La raison pour laquelle elle me suggère ça, c'est parce que récemment, je faisais autre chose. Je faisais des data ops, dont on parlera bientôt. Et donc, l'IA, elle suggère tout en fonction du contexte. Donc là, elle est en train de me suggérer des choses qui sont non pertinentes. Donc, quelque chose d'important, c'est que je peux pas, même si l'IA c'est très puissant, je peux pas juste me permettre d'accepter toujours l'IA. Donc là, je lui dis non, ce que je veux, c'est évaluer le modèle. Je lui dis évaluer le modèle en a test set. Et puis moi, ce que je veux, c'est la métrique R2 score. Voilà. Une fois que je lui ai dit ça, j'ai donné suffisamment de contexte. Et donc maintenant, il commence à me suggérer des choses pertinentes. Donc il me suggère d'importer R2 score. Il me fait prédire les Y sur le test set, et puis après mesurer le R2 score, le R2, entre les Y test et les Y prédits. Voilà. Ah, boum, ça a cassé. Pourquoi ça a cassé? Donc ça a cassé dans une validation des données, et ce qu'il me dit, c'est que il a des colonnes en fait qu'il connaît pas. Hein, il dit que il y avait des choses qu'il voyait au feed time qui sont pas présents, et des choses qu'il voyait pas au feed time qui sont présents. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Bah, j'en reviens à ce que je disais sur le get dummies et le one hot encoding. En fait, ce qui se passe, c'est quand les nouvelles données arrivent, les nouvelles données, elles peuvent avoir des nouvelles catégories. Et ces nouvelles catégories, eh ben, elles créent des nouvelles colonnes avec get dummies. Donc, il y a plusieurs manières de s'en sortir. Mais la manière dont on aime bien faire les choses, c'est de ne pas utiliser pandas.getDummies, mais d'utiliser le one-hot encoding de scikit-learn. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'il sépare dans un fit l'apprentissage de quelles sont les catégories qu'on doit utiliser pour représenter les données, et dans un transform, la création de la représentation. Donc on définit les colonnes dans le fit et on les crée dans le transform. Donc si j'en reviens ici, ce que je peux faire, il y a plusieurs manières de faire les choses, mais ce que je peux faire, c'est lui dire en fait non, je ne veux pas utiliser Panda. D'ailleurs, à l'origine, c'est pas ce qui suggérait. Et donc si non, je ne veux pas utiliser Panda, on va voir s'il a using one hot encoder. Voilà. Et donc là, il faut que j'utilise one hot encoder. Mais par contre, on a une autre difficulté. C'est qu'il faut que donc je dois utiliser le one hot encoder qui est ici, mais je dois l'appliquer uniquement sur certaines colonnes. Et donc, il faut que je sélectionne les colonnes sur lesquelles je l'applique. Donc, je l'applique sur les colonnes qui sont de type objet et de type catégorie. Et puis après, je crée ce qu'on appelle un column transformer qui va transformer les colonnes différemment. Et je vais transformer les colonnes catégorielles en utilisant le one-hot encoder, et les autres, je ne vais pas les transformer. Voilà. Donc, je fais ça. Et donc, l'avantage, c'est que maintenant, j'ai quelque chose que je peux faire transform. Et donc, je peux de nouveau faire mon random forest regressor. Mais par contre, je peux appliquer ce préprocesseur à mes données test. Donc, vous voyez ici, quand je fais ma validation, quand je fais mon test, mon préprocesseur que j'ai créé, qui donc a appliqué toutes les transformations importantes aux données d'entraînement,
je le réapplique, et cette fois en utilisant juste transform, pas en utilisant fit transform, aux données test. Voilà. Et donc là, maintenant, ça devrait marcher. Et donc, ça a bien marché, vous voyez. Et la raison pour laquelle ça a bien marché, c'est qu'ici, j'ai spécifié toutes les transformations que je faisais, et je fais les mêmes transformations sur l'entraînement et sur le test. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut même aller un cran plus loin. Et on peut faire une pipeline. Donc, en fait, on peut chaîner le transformeur et le collecteur. Voilà. Donc, pour ça, je vais utiliser la fonction makePipeline, et je vais faire une pipeline qui enchaîne le préprocesseur et le modèle. Et donc, la pipeline, je peux la fitter directement. Et donc, quand je fitte directement sur les données d'origine, X-train, Y-train, pas sur les données encodées, alors, il fait d'abord la transformation des données et puis le modèle. Alors, donc, on peut faire ça. Ça tourne. Voilà, donc la pipeline, elle est ici. Alors, le truc intéressant, c'est qu'on peut regarder un petit peu cette représentation, et cette représentation, elle nous montre un petit peu ce qui se passe. Elle nous montre que la pipeline, elle applique d'abord un column transformer, et que le column transformer, sur les données catégorielles, et là, il me liste qu'est-ce qu'il a trouvé comme données catégorielles. Sur les données catégorielles, il applique un one-hot encoder, et sur les autres, eh ben, il ne les change pas. Et puis après, il met ça à un random forest regression. Donc ça, c'est notre pipeline de transformation. Et alors, quelque chose qui est intéressant, c'est une fois que j'ai ça, je peux faire de la validation croisée. La validation croisée, ça consiste à non plus séparer le train set et le test set en amont, mais le faire plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on fait cette séparation, on apprend le modèle sur le train set et on l'évalue sur le test set. Voilà. Donc, je peux faire ça. Donc là, j'utilise la fonction cross-val score, et la fonction cross-val score, je lui donne ma pipeline et je lui donne mes variables d'origine, X et Y. Donc vraiment les data frames que je veux transformer. Et donc là, je vois, donc il l'a fait 5 fois. Je dis CV égale 5, ça veut dire split les données 5 fois. Donc là, il l'a fait 5 fois. Et je vois que j'ai 5 résultats différents. Il y a du bruit, c'est normal. Et donc, j'ai des R de score qui varient, et j'ai mon R de score moyen qui est de 0,82. Donc, pourquoi c'est important? Parce que l'évaluation de modèle, c'est pas un art parfait, et que chaque fois que je sépare des données test et d'entraînement, je fais un choix qui est un choix arbitraire et qui va induire du bruit dans ma validation de modèle. Très bien. Donc, vous voyez qu'on a ça, on a réussi à faire un pipeline. Et pour revenir à la difficulté du début, la difficulté du début, c'est que je suis parti d'un jeu de données qui était un jeu de données assez compliqué. Il a fallu que je le transforme pour pouvoir faire du machine learning dessus. Et ça, c'est la difficulté. Ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin de faire tous ces efforts. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'était clair? Me générer du code. Donc, j'ai demandé à mon IA de me générer du code. Il m'a généré tout ça. Donc, il m'a généré un gros bloc de code. Bon, faudrait que je le regarde. Il me dit, il commence par charger. Alors, il fait plein de choses dont je ne sais pas si elles sont utiles. Mais voilà. Il charge les jeux de données. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, il teste si les variables existent déjà ou pas. Ah ben, vous voyez, il fait un petit peu les choses que j'ai fait là. Il fait get dummies comme avant. Il fait train test split. Il fait le random forest regressor. D'ailleurs, il a oublié d'importer. Vous voyez ce code, on va le faire marcher, mais ce code, il ne va pas marcher. Ah ben, il ne marche pas pour plein de raisons. Il ne marche pas parce qu'il y a un squared. Alors déjà, il faudrait qu'il importe. Je sais pourquoi ça pose pas de problème qu'il n'ait pas importé, mais hop là, parce que j'avais déjà en mémoire. Donc on a un squared qui marche pas. Ok, je sais pourquoi il a généré du code qui est. Excusez-moi, je vais le refaire, régénérer du code parce qu'en fait, je suis parti, c'est mon erreur. Je suis parti d'un notebook qui avait des variables déjà définies, et il s'en est rendu compte, et donc il a généré du code qui utilise ça. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer, donc je vais régénérer du code. Voilà. Je lui redemande de faire exactement la même chose, donc il va tourner pendant quelques temps.
Mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que l'IA, c'est très utile, mais ça résout pas tout. C'est-à-dire que vous voyez que je passe mon temps à corriger des choses que l'IA fait. L'IA se trompe, l'IA utilise de temps en temps les mauvaises fonctions, l'IA ne fait pas ce que je veux. Donc là, on va voir, là, ça va être un peu mieux parce que je pars d'un état qui est un état plus propre. D'ailleurs, ce qu'on voit aussi sur l'IA, c'est que c'est très très important de partir d'états qui sont des états propres. Donc là, il m'a généré du code qui est propre. Donc, je peux essayer de le faire tourner. Est-ce que ça va tourner? Là, pour l'instant, c'est en train de tourner, donc ça va peut-être tourner. Et non, ça va pas tourner. La raison pour laquelle ça va pas tourner, c'est qu'il me met squared equals false. C'est des fonctions qui sont des fonctions dépréciées. Et donc, il faudrait pas utiliser ça. C'est pas grave, de toute façon, je ne suis pas intéressé par la RMSE. Il me l'a généré parce qu'il avait envie de me la générer, mais je ne suis pas intéressé. Donc, je retire ces choses qui ne marchaient pas. Et je relance le code. Et après, je peux regarder ce qu'il fait. Et il fait des choses qui sont pas très différentes de ce que je faisais juste avant. Notons qu'il rajoute de l'imputation de données manquantes. Alors, l'imputation de données manquantes, ça sert à rien quand on utilise un Random Forest Regressor, parce que le Random Forest Regressor gère en lui-même l'imputation de données manquantes. Donc, encore une fois, on a intérêt en fait à corriger ce que fait l'IA. Mais bon, il marche. Et il me donne un R de score de 0,846. Alors, je pourrais lui demander d'ailleurs de cross-valider ça. Voilà. Alors, juste amusant, vous voyez là, il m'a dit pipeline, sauf que avant il l'avait appelé modèle. Donc il faut que je corrige, il faut que je dise que bah, non, c'est l'objet modèle qu'il faut consolider. Voilà. Et donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps, puisqu'il va fitter pas mal de modèles. Mais en tout cas, ça a l'air de tout tourner. Ok, donc vous voyez on a été capable d'utiliser l'IA pour générer ce code, mais que on a dû la guider et la corriger. Donc la raison pour laquelle je vous présente ça, c'est que l'IA ne résout pas magiquement les problèmes. En réalité, ce qu'on a, c'est qu'on a des problèmes de préparation de données. Ces problèmes de préparation de données, ça nous force à faire du code qui est pas infiniment compliqué, mais qui dépend du jeu de données. Et on a du mal à réutiliser ce code d'un jeu de données à l'autre. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe, on est obligé de travailler de façon interactive parce qu'on découvre le jeu de données au fur et à mesure qu'on travaille. Et donc, en travaillant de façon interactive comme ça, on fait du code qui est itératif et qui très très vite devient difficile à utiliser. On parle de code spaghetti. Et l'une des difficultés, c'est qu'on doit appliquer les modèles à des nouvelles données. Et ça, c'est quelque chose, je veux vraiment revenir dessus, c'est crucial de mon point de vue. Il faut pouvoir appliquer les modèles à des nouvelles données. Parce que si on revient à la promesse que je vous ai donnée au début, la promesse, c'est de automatiser des processus. Et pour automatiser des processus, il faut que je puisse mettre les modèles en production. Et pour ça, il faut que je puisse les appliquer à des nouvelles données. Ce n'est pas juste une question de prendre un jeu de données existant. Et puis aussi, je dois valider le modèle. La validation d'un modèle, je ne peux la faire sur les données que j'ai vues pendant l'entraînement parce que dans ce cas-là, il suffit au modèle de recracher ce qu'il a déjà vu. Et donc pour ça, ce que les gens font souvent, c'est d'utiliser le train test split, qui fait un choix aléatoire des jeux de données test, mais ce choix aléatoire, il pourrait être fait autrement. Et les résultats, idéalement, ne devraient pas dépendre du jeu de données test. Et donc on a du bruit d'évaluation qui vient du choix du jeu de données test. Et donc, quelque chose de mieux, c'est de faire la validation croisée. Donc, faire la validation croisée, ça veut dire de faire plusieurs fois un choix de jeu de données test et à chaque fois d'entraîner le modèle sur un jeu de données d'entraînement et de le tester sur un jeu de données test et le refaire avec des choix différents de jeux de données test et d'entraînement. Alors, mon expérience, c'est qu'on fait de moins en moins de validation croisée à l'heure actuelle. Et il y a plusieurs raisons. Il y en a une, c'est que c'est coûteux d'un point de vue computationnel parce que je dois fitter le modèle plusieurs fois. Si je dois fitter le modèle 5 fois, donc j'ai un x5 en coût computationnel. Mais aussi parce que ça demande de refaire tourner le code de préparation, le code de préparation de données. Et si mon code de préparation de données n'est pas bien encapsulé dans une pipeline,
eh bien, ça me demande de réappliquer du code compliqué. Et je me perds dans ce que je fais. Et c'est mon expérience, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on ne fait pas de validation croisée, c'est que ça demande d'avoir des pipelines de préparation de données qui sont très propres. Ça, je vous l'ai déjà dit, une des difficultés, c'est que la préparation de données, ça implicitement apprend des choses des données, avec, par exemple, pandas.getDummy, et qu'une solution, c'est de systématiquement remplacer ces étapes où on apprend des choses par des étapes qui séparent le fit du transform. Et c'est comme ça qu'on construit des pipelines de préparation de données qui séparent le fit du transform. Et je veux souligner que l'IA ne va pas magiquement nous sauver, déjà parce qu'elle fait des erreurs, mais en plus parce qu'elle peut générer du code qui est très compliqué, qui de temps en temps est trop compliqué. Je reviens sur le code qu'on a généré, il a de l'imputation de données qui n'est pas nécessaire. Et nous, comme on doit comprendre ce que l'IA fait, éventuellement l'aider, corriger les erreurs qu'elle fait, eh bien, on doit comprendre toute la complexité de ce code, et on est revenu au problème d'origine qui est qu'on se noie avec la complexité du code. Donc vraiment, le sujet qui est vraiment important, c'est qu'on a besoin de primitives qui sont haut niveau, qui nous permettent de faire les transformations dont on a besoin et qui sont réutilisables. Et c'est là où je voudrais vous introduire un petit peu le package Scrub qui fournit ces primitives. Hop là. Et donc, on va le faire avec Scrub. On va refaire le même exercice avec Scrub. Voilà. Donc, je charge les données à partir de Employee Salaries. Donc, je le fais avec Panda. Voilà. Et là, donc là, je charge les données. Je vais de nouveau importer Scrub et puis je vais regarder les données. Voilà. Bon, ça, on l'a déjà fait ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais séparer ma variable à prédire y, donc des variables que je veux utiliser pour prédire. Donc, je sépare x et y, mais là, x et y sont toujours des data frames. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le table vectorizer pour préprocesser les données. Donc, j'utilise le table vectorizer, et donc, vous voyez, le table vectorizer, c'est un objet préprocesseur qui peut directement transformer les données. Donc là, vous voyez, ce qui se passe là, c'est que je lui ai donné mon jeu de données un peu compliqué X, et j'ai demandé de le transformer. Et on peut regarder ce qu'il a créé. Donc, on va encore utiliser le table report pour regarder ce qu'il a créé. Donc, vous voyez qu'en fait, il a appliqué plein de transformations. Il a appliqué le one-hot encoding au genre. Et d'ailleurs, on voit qu'il s'est rendu compte que de temps en temps, il y avait des genres qui n'étaient pas spécifiés. Il a créé une colonne pour ça. Il a appliqué le one-hot encoding au département. D'ailleurs, en fait, il n'a pas appliqué au département, il l'a appliqué à des sous-parties des départements, des sous-chaînes de caractères. Et la raison pour laquelle il a fait ça, c'est que il y a beaucoup de départements différents, et donc il ne peut pas représenter tous les départements. Et donc il a choisi de représenter les chaînes de caractères des départements et les bouts des chaînes de caractères des départements. Donc ça, c'est pour le département. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Après, on a la même chose pour le department name, department community, department. Voilà. Donc il a fait tout ça. Et il l'a fait pour moi. Moi, j'ai pas besoin de savoir les détails de comment il marche. Et donc maintenant, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une pipeline. Voilà, donc je réutilise ce que je faisais avant, et donc là, je pipeline mon préprocesseur avec le Random Forest Regressor. Et maintenant, je lui demande évaluer the model. Mais je veux le faire avec la validation croisée. Alors, bon, par contre, il me fait encore des bêtises. Il veut m'utiliser modèle, mais il veut l'appliquer sur le X-preprocessed. Donc non, le modèle en question, il ne s'applique pas sur X-preprocessed, il s'applique sur X, parce que j'ai plus besoin de préprocesser. Voilà, donc avec un petit peu de chance, ça devrait marcher là.
Et là, vous voyez qu'il a oublié d'apporter NumPy. Donc, voilà. Il me corrige ça. OK. Et je vais juste lui dire d'utiliser ToolMaker. C'est en train de tourner. Donc, peut-être pendant que ça tourne, ce qu'on peut regarder, c'est un petit peu. Je vais cacher ça. Ce qu'on peut regarder, c'est un petit peu la complexité du code qu'on a créé. On a créé un code qui est beaucoup plus simple, puisqu'à la place du column transformer avec chaque transformation qui était spécifiée manuellement, on a juste utilisé le table vectorizer. Le table vectorizer l'a fait pour nous. Donc ça nous simplifie le code, ce qui nous permet de le lire plus facilement et donc de plus facilement travailler. Donc vous voyez qu'ici, on a une performance de prédiction qui est assez similaire à celle d'avant, même un peu supérieure, un peu meilleure. OK. Donc là, vraiment, ce qu'on a, c'est qu'on a le table vectorizer qui, en fait, nous fait de la préparation de données pour le machine learning, qui prend une table et qui nous applique des transformations différentes en fonction des différentes colonnes qu'on a. Et après, on peut faire des pipelines avec plein de choses. Par exemple, quelque chose qui marche très très bien, c'est d'utiliser le His Gradient Boosting Classifier, qui est un prédicteur très puissant de scikit-learn et qui, de façon générale, sur beaucoup de tables, cette pipeline, là, Table Vectorizer His Gradient Boosting Classifier, c'est une pipeline très puissante qui marche bien. Donc, peut-être qu'on pourrait dire que l'une des réponses possibles au code spaghetti, c'est de juste créer des pipelines, comme ce que je vous ai montré, qui combinent Scrub et votre modèle de machine learning favori, scikit-learn, Keras, XGBoost, ce que vous voulez. Sauf que, en réalité, les utilisateurs détestent les pipelines scikit-learn. Elles sont pas utilisées, en tout cas pas par les débutants. Et l'une des raisons, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de travailler en appliquant des actions simples sur les données et en voyant immédiatement les modifications plutôt qu'en créant cette architecture de pipeline qui nous oblige à spécifier toutes les transformations en amont. Et puis l'autre raison, c'est que Panda est beaucoup plus expressif. On peut faire beaucoup plus de choses avec Panda que avec les outils d'apprentissage statistique machine learning. En particulier, les vraies difficultés d'assemblage, ce sont des difficultés d'assemblage à travers plusieurs tables. Le contre-argument, c'est que le code de Panda ne peut pas être mis en production. Ce qu'on voit, c'est que si on s'intéresse un petit peu aux problèmes applicatifs, une vraie analyse de données est souvent beaucoup plus compliquée qu'une pipeline scikit-learn. Elle va nous forcer à travailler peut-être à travers plusieurs tables, en faisant des agrégations et en faisant des jointures, des merges entre les différentes tables, avant même de pouvoir faire de l'apprentissage statistique. Donc elle ne part pas d'une seule table. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir un petit peu avec vous, c'est se pencher un petit peu sur une pipeline d'analyse de données plus compliquée. Ouais. Donc maintenant, j'ai travaillé sur un nouveau jeu de données, un jeu de données différent, qui est un jeu de données de fraude, de détection de fraude. Et ce jeu de données, il vient avec deux tables. Une table qui décrit les produits. Et donc, si on la regarde avec un table report, on voit plein d'achats différents. Vous voyez, à chaque achat, il y a le prix qui a été payé. Il y a le type, la description de ce qui a été acheté, la marque. Et il y a le basket ID, c'est le numéro de la transaction. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'une transaction donnée peut avoir plusieurs achats. Vous voyez là que il y a dans cette même transaction, on a acheté à la fois un ordinateur et des périphériques. D'accord? C'est un iPad et puis des sims. Donc on a ça d'un côté. Et l'autre table qu'on a, c'est la table qui décrit au niveau d'un panier s'il y a eu une fraude ou pas. Alors, sans surprise, on peut voir que des fraudes, il n'y en a que dans 1% des cas. Donc c'est une table assez déséquilibrée. Mais ce qu'on va vouloir, c'est qu'on va vouloir prédire ça. C'est qu'on va vouloir prédire, si je veux faire la détection de fraude, pour un panier, est-ce que j'ai une chance d'avoir une fraude ou non? Et donc, pour faire ça, je vais devoir faire ce qu'on appelle une agrégation.
C'est-à-dire que je vais devoir prendre ma table de produits et je vais devoir faire des groupes par numéro de panier, par basket ID. Et sur chaque groupe, je vais devoir agréger l'information. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je transforme chaque... faut que je transforme plusieurs lignes en une seule ligne. Et ça, c'est l'agrégation. Et donc, ce que je vais faire, donc ça, c'est du code que j'ai écrit à la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais agréger au niveau des items et je vais transformer. Je vais le faire tourner pour vous voyez. Donc, je vais transformer donc, au niveau des items. Et j'ai dit que je transformais en une liste. Donc, item, ça me donne une liste. Make, qui est la marque, ça me donne une liste aussi. Cash price, je fais la somme. Number of product purchased, je fais la somme. Donc, vous voyez, item, j'ai Allô, monsieur, votre micro est coupé. Ce que je vous disais, pour résumer un petit peu, c'est que j'ai dû agréger l'information à travers plusieurs lignes de la table produit. Donc, j'ai la table produit et j'ai dû agréger l'information à travers plusieurs lignes de la table produit parce que j'ai plusieurs produits dans un même panier et il faut que je représente l'information à l'échelle du panier et pas à l'échelle du produit. Et donc, pour ça, il faut que je fasse un résumé du panier en agrégeant plusieurs lignes. Et c'est ce que je fais ici hein, avec le group by, qui est une fonction de Panda. Donc, je group by, je fais des groupes qui sont définis par l'identifiant de panier et je fais un agrégat et il faut que je choisisse la manière dont j'agrège les différentes colonnes. Et dans certains cas, je choisis de transformer en une liste et dans d'autres cas, je choisis de sommer. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est exactement ça, c'est que j'ai obtenu mon agrégat, mon résumé. Ici, j'ai une liste. Donc, ce panier-là, il avait deux produits qui étaient tous les deux des produits de Home Office. Et ici, j'ai sommé, et donc j'ai le prix total du panier et le nombre de produits que j'achète face à la main des transformations. Donc, malheureusement, là, comme on a toutes ces transformations entre tables faites en pandas, et ben, je ne peux pas facilement rejouer tout. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une manière de modifier le code d'au-dessus pour ajouter ce qu'on appelle les scrub data ops. Et donc, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est juste une petite modification du code d'au-dessus qui nous permettra après de rejouer les choses automatiquement. Et donc, la manière dont on travaille, c'est que la première chose qu'on va faire au début, c'est qu'on va définir nos variables d'entrée. S'il vous plaît. Et donc, on définit nos variables d'entrée. Et donc, on a deux variables d'entrée, c'est les tables d'entrée, les tables produits, les tables paniers. Donc, vous voyez qu'on fait scrub.var
product scrub.var basket. Après, on va séparer la variable x et la variable y. Et là, quelque chose d'important, c'est qu'on utilise cette commande mark as y, mark as x. Donc, on dit à Scrub qu'est-ce qui est x et qu'est-ce qui est y. Et après, on refait exactement le même code que ce que je faisais avant. C'est juste qu'on le fait sur notre variable product et pas sur notre data frame products.df. Mais c'est exactement le même code qu'avant. Donc, que je vous fasse tourner le code. Voilà, donc ça, on définit les variables. Là, on applique les transformations. Alors, juste, la représentation, maintenant, c'est intégrer un table report. Et je reviendrai un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et donc, c'est plus exactement les mêmes objets qu'on manipule. Donc, voilà, là, on est en train de faire... Donc, ça ressemble exactement au même code, mais c'est plus les mêmes objets. Donc là, on est en train de faire un merge. Et là, on va commencer à faire quelque chose de légèrement différent. On va commencer à utiliser merge skb.apply. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on va utiliser un transformer qui sépare le fit du transform. Et donc, ce qui est en train de me passer, c'est que mon Scrubs DataOps, il sait quand il est utilisé en fit et quand il est utilisé en transform. Et donc, il va être capable d'utiliser ça de la bonne manière. Donc, vous voyez, là, on applique le table vectorizer. Et là, même chose, on applique la prédiction. Et donc, on applique la prédiction. On lui dit qu'est-ce qu'est X, qu'est-ce qu'est... on lui dit quelle est la cible, fraud flag, la cible. Alors, pourquoi c'est intéressant? Donc là, on a fait une prédiction. Comme on a suivi toutes les transformations, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Si on regarde cet objet, prediction, c'est quelque chose qui ressemble à une data frame, mais quelque chose qui est important, c'est qu'en réalité, il a suivi toutes les transformations qui ont été faites pour arriver à cette data frame. Vous voyez, il a suivi toutes les transformations qui étaient faites. Et comme il a suivi toutes les transformations qui ont été faites, il peut les rejouer. Et donc maintenant, on peut faire une validation croisée. Et on fait une validation croisée sur toute la pipeline. D'accord? Donc vous voyez, là, on fait predictions. Et on demande cross-validate. Donc rejoue-les. Refait tourner ses prédictions. Et donc là, c'est ce qu'il fait. Donc il a fait la validation croisée. Et il me donne les scores, les temps de fit, les temps de test. Il nous donne les scores. Et donc la raison pour laquelle il a été capable de faire ça, c'est qu'il a été capable de rejouer toute la validation croisée. Voilà. Donc là, on a une validation croisée. Et on peut aussi transformer toute la pipeline en un prédicteur. Et donc là, on va extraire un prédicteur de la pipeline. Donc pour ça, on va appeler la fonction .skb.makeLearner. Donc il construit un learner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il a fait ça, si je récupère des nouvelles données, donc je récupère des nouvelles données et il y a des nouveaux paniers, il y a des nouveaux produits. Donc ce sont plusieurs tables. Et bien maintenant, je peux impliquer ce prédicteur à toutes ces tables. Et en fait, le prédicteur, il va rejouer toute la transformation de données et prédire. Donc, il rejoue tout l'assemblage, tout le pipeline d'assemblage. Voilà. Donc, on voit qu'on est capable d'appliquer cette transformation à des nouvelles tables. Et alors, on peut même aller plus loin. Et maintenant, je vous reprends exactement le même code, mais j'ai rajouté
une chose ici. Les agrégats que j'ai faits, j'ai dû faire des choix. Et c'était des choix que j'ai faits potentiellement de façon un petit peu arbitraire. C'est que lorsque j'ai fait auparavant ma pipeline de transformation de données, j'ai dû faire un certain nombre de choix et ces choix, ils peuvent être un peu arbitraires. Par exemple, pour l'agrégat, j'ai dû choisir comment est-ce que j'agrégeais les colonnes. Et c'est pas un choix qui est facile à faire. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer plusieurs choix, je vais optimiser les choix. Et donc, je reprends exactement le même code que j'avais avant. Ça, c'est exactement le même code que j'avais avant. Mais je rajoute juste à cet endroit-là, scrub.choose from, et je mets plusieurs choix possibles. La somme, la moyenne ou le max. Et après, je refais tourner exactement la même chose. Sauf que à la fin, Make Great Search, ça va faire, c'est que ça va faire une validation croisée avec tous les choix. Ça va prendre un peu de temps d'ailleurs, puisque ça fait cette validation croisée à tous les choix. Et ça va suivre la performance de prédiction pour chaque choix. Et à la fin, ça va m'afficher la performance de prédiction pour les différents choix. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Et donc là, on voit que j'ai mes trois choix, la somme, la moyenne et le max. Et on voit plusieurs informations. On voit le temps de calcul, à la fois pour l'évaluation et pour l'entraînement. Et on voit le score. Et donc, si on prend le score qui prédit le mieux, on peut voir que c'est celui qui a le temps de calcul le plus long. Bon, excusez-moi, si on prend le choix qui prédit le mieux, on peut voir que si on suit la ligne là, on peut voir que c'est la somme. Donc la somme est le choix qui prédit le mieux. Vous voyez? Donc là, bon, là j'ai fait une pipeline extrêmement simple. Hein. J'ai vraiment un assemblage assez simple. J'ai fait un choix, mais je peux le faire sur des pipelines beaucoup plus grandes et je peux optimiser les choix. Voilà. Donc ça, c'était une introduction à Scrub DataOps. Et donc, je vous ai un petit peu montré, là, je vous ai un petit peu présenté scikit-learn. Donc, des transformeurs. Oui, docteur, est-ce que vous nous recevez? Oui. Oui, il y a quelques questions dans le chat. Est-ce que vous pouvez répondre avant qu'on continue ou bien? Je vais terminer et puis je vais prendre les questions. D'ailleurs, je suis désolé, il faudrait que vous les reposiez parce que j'ai perdu le chat. Là, le chat est vide pour moi. Je voudrais que vous reposiez les questions. Je termine et puis je réponds aux questions. D'accord? D'accord, d'accord. Je veux que vous les reposiez, s'il vous plaît, parce que d'accord, je vais les ai coller ici. Ah ouais, super, c'est très utile. Merci beaucoup. Voilà, donc juste pour résumer, ce que je vous ai montré, c'est un certain nombre de transformers, donc Scrum, qui nous donne un certain nombre de transformers pour le machine learning et aussi les DataOps qui permettent vraiment de mélanger des opérations d'assemblage et de transformation de data frame et de machine learning. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça nous donne des primitives haut niveau, ce qui est ce dont on a besoin pour arriver à travailler efficacement, et que ça nous permet d'intégrer toute la pipeline de sciences des données. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, je ne les vois pas encore, je veux bien que vous me les colliez. Ah, super, voilà. Voilà, donc il y avait une question effectivement sur les valeurs aberrantes. Donc, est-ce qu'on doit les supprimer, les transformer ou utiliser des modèles moins sensibles? Alors moi, je suis de façon générale pas en faveur de supprimer les valeurs aberrantes parce que ça peut créer des biais dans les distributions.
Donc, si on décide de supprimer les valeurs aberrantes, en fait, on dit qu'on crée des modèles sur lesquels la prédiction est juste impossible. Alors, ça peut être plus difficile à traiter. C'est des valeurs inhabituelles. Et après, justement, il faudrait qu'on définisse pourquoi est-ce qu'elles sont aberrantes. Est-ce que c'est une erreur de mesure? Si c'est une erreur de mesure, eh bien, peut-être qu'il faut remplacer le capteur défaillant, enfin, la valeur du capteur défaillant par une valeur par défaut, ou la mettre en tant que valeur manquante. Mais parfois, enfin, souvent, cette erreur de mesure, elle n'est pas due à un capteur défaillant. Elle est généralement systémique. C'est-à-dire que, par exemple, en santé, on a plus de mal à faire des mesures de qualité sur un individu qui est très malade, peut-être parce qu'on n'a pas le temps, que sur un individu qui est un peu malade. Donc, dans ce cas-là, on est dans tout le problème de gérer les valeurs aberrantes et les valeurs manquantes. Et moi, ce que je favorise de façon générale, c'est d'avoir des modèles souples qui permettent de gérer ça, plutôt que d'essayer de les supprimer ou de les remplacer. Donc, sur l'imputation, par exemple, moi, je privilégie de façon générale l'utilisation de modèles d'apprentissage statistique qui savent gérer les données manquantes. Donc, avec les modèles d'arbres, donc Random Forest, Extra Tree, Gradient Boosting, ces modèles savent gérer les données manquantes. Et donc, ce que je recommande, et on a des papiers de recherche à ce sujet, si vous regardez dans nos papiers récents, ce que je recommande, c'est d'utiliser la gestion des valeurs manquantes par les modèles. Je ne sais pas si c'était clair, n'hésitez pas à me demander plus de détails. Alors, pour l'évaluation, pour répondre à la question de simpliste, pour l'évaluation d'un modèle de machine learning développé avec scikit-learn et pandas, alors moi, souvent, ce que je privilégie de nos jours, c'est de faire du scrap data ops, donc ce que je vous ai présenté. J'espère que c'était clair. Alors, pour gérer les données de grande taille avec scikit-learn et Panda, déjà une manière, ce qu'on trouve souvent qui aide, c'est de ne pas utiliser Panda, mais utiliser Polars. Polars, c'est une autre librairie qui ressemble à Panda, même si la syntaxe n'est pas la même, et qui va typiquement plus vite. Alors après, pour scikit-learn, il va falloir utiliser certains modèles qui permettent de monter à l'échelle, parce que tous ne permettent pas de monter à l'échelle. Et éventuellement, si on a donné de très grande taille, il va falloir utiliser d'autres outils que scikit-learn, éventuellement du XGBoost ou des modèles de deep learning. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Bien, merci. Je voudrais revenir sur l'éditeur de texte dont vous avez utilisé. Oui. Oh, vous nous recevez? Il y a une question ici. Voilà, je vois que vous avez codé avec une IA. Alors, est-ce qu'il y a une extension que vous avez installée sur le VS Code? Copilote est intégré dans VS Code. C'est le support de Copilote dans VS Code que j'utilise. J'ai pas de recommandation particulière pour dire que c'est un bon ou un mauvais choix. J'utilise un choix comme ça pour vous montrer ce qui est possible. Mais je veux vraiment souligner que c'est une aide, mais en aucun cas ça fait le travail. Oui? Ok, il y a des questions dans le public. On prend quelques questions. Peut-être si vous permettez, on prendra 3 à 4 questions. Mais je vais répondre à la deuxième et puis éventuellement vous pourrez reposer la première. Oui, donc Copilot,
c'est vraiment, fondamentalement, c'est un moteur de complétion de texte. C'est juste un moteur de complétion de texte très avancé. Donc, plus je lui donne du contexte, plus il marche. Et donc, c'est extrêmement important pour moi, la manière dont j'aime bien faire ça. Il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais la manière dont j'aime bien faire ça, c'est de créer des commentaires. Parce que les commentaires qui me donnent le but, la finalité de mon code, améliorent la qualité de code. Et donc, vraiment, moi, la manière dont je fais, c'est que je décris ce que je veux faire. Et d'ailleurs, je n'hésite pas à corriger Copilot en étant plus précis. Et ça, c'est quelque chose d'assez général avec les IA. Il faut être précis avec les IA. Si on n'est pas précis, elles inventent des choses. Elles ont déjà tendance à inventer des choses. Et vous aviez une première question. Est-ce que vous voulez essayer de la redire? Je vais essayer de comprendre. La première question était à quel moment il est préférable de standardiser ou de normaliser les datasets lors de la préparation de données? Donc, votre question, c'est une question effectivement sur la normalisation des jeux de données. Alors, bien entendu, il est désirable. Alors, de façon générale, il est désirable de normaliser les jeux de données. Quand les jeux de données sont normalisés, par exemple, si on a plusieurs hôpitaux et qu'on normalise les jeux de données, on va pouvoir échanger les jeux de données, les modèles à travers les hôpitaux. Par contre, ce faisant, on peut supprimer la variabilité qui est une variabilité pas importante, comme deux manières d'orthographier le même mot. Mais on peut supprimer de la variabilité qui est importante. Je vais vous donner un exemple. Alors, vous m'excuserez, je n'ai jamais été au Tchad, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a du paludisme, mais en France, à l'heure actuelle, ça va probablement changer, mais à l'heure actuelle, on a peu de paludisme. Et donc, si on devait faire une fusion de données entre les données du Tchad et de données de France, il est possible qu'on n'ait pas de catégorie en France pour représenter le paludisme, et donc on ne représente pas le paludisme. Il est possible qu'au Tchad, je ne sais pas, je n'ai malheureusement pas été au Tchad, mais il est possible qu'au Tchad, ce soit important. Vous voyez que donc, toute la difficulté en fait de normalisation de la donnée, c'est qu'il faut arriver à normaliser sans perdre la richesse de la donnée. Donc, oui, c'est important, mais c'est difficile et c'est pas automatiquement une solution miracle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, la bibliothèque Panda en Python permet de gérer des tableaux de données comme on ferait dans une base de données, d'une certaine manière. Elle permet de gérer des tableaux de données, elle permet de faire des transformations typiques de data management, qu'on fait par exemple dans une base de données, mais ce en Python. Alors, ça a l'avantage d'être très flexible et l'inconvénient de être moins performant qu'une base de données. Une base de données relationnelle. Je sais. Merci beaucoup. Merci pour la présentation, Dr. Gaël. Je suis Bat Baïda. J'ai 3 questions, des légères questions. En fait, ma première question est, puisque l'objectif c'est d'éviter les codes et spaghetti, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un système de versionning dans le pipeline que vous essayez de designer? En fait, les librairies que vous utilisez, est-ce qu'il y a déjà un système de versionning des datasets? Ça veut dire que si je change, par exemple, des données dans le dataset, est-ce que je peux traquer dans tous ces datasets? Et ma deuxième question, est-ce que le table vectorizer que vous avez utilisé agit sur tous les types de données? Supposons qu'on a des données peut-être vectorielles, des données catégorielles et des données discrètes. Est-ce que le table vectorizer peut agir donc sur toutes ces données-là, puisque c'est intégré dans le pipeline? Et ma dernière question, est-ce que le cross-validation, puisque ça consomme assez de données en termes de ressources de calcul, est-ce qu'on peut l'utiliser lors des déploiements? Parce qu'à la fin de ça, on sait qu'on a des résultats qu'il faut sélectionner. Il faut choisir le meilleur résultat. Est-ce qu'on peut ajouter ce cross-validation dans le processus de déploiement du modèle? Et si c'est le cas, est-ce que lors du déploiement, on ajoute encore un workflow, par exemple, pour l'inférence du modèle? Vous avez beaucoup de questions. Il faut que j'arrive à m'en souvenir. Ok, j'ai posé 3 questions. Je ne sais pas si je peux me laisser. Attendez, la première, je suis désolé. Je me souviens de la dernière, mais la première.
Ok, la première, c'est le souci Ah, de versionning. Est-ce que vous avez... le versioning des données, le versioning. Voilà, je réponds à la première. Donc sur le versioning, donc c'est une très bonne question. Donc pour le versioning, donc déjà c'est très important le versioning. Donc moi, à l'heure actuelle, on aura peut-être une meilleure intégration, on travaille dessus, mais à l'heure actuelle, il faut que vous versionnez votre code. Et je suis un grand convaincu qu'il faut versionner son code. Donc, dites. Et d'ailleurs, je vous conseille de ne pas utiliser des notebooks aujourd'hui, mais d'utiliser des fichiers Python parce qu'ils sont plus faciles à versionner. Donc, il faut versionner votre code. Les données, à l'heure actuelle, il faudrait aussi que vous versionnez vos données en utilisant un autre système, par exemple DVS. J'espère qu'un jour, on aura une intégration à tous ces systèmes, mais ça n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ça, c'est pour la question sur le versionnement. Sur la question de Table Vectorizer, vous me demandez le Table Vectorizer, à quel point est-ce qu'il fait des choses intelligentes. Donc, le Table Vectorizer, en fait, traite les différents types de données qui sont reconnus par les data frames. Donc, par exemple, il sait encoder les dates et il sait encoder les dates d'une façon bien particulière, en faisant des transformations, par exemple, en mettant le jour de la semaine, qui peut être important. Et finalement, sur la mise en production, en fait, ça va beaucoup dépendre de votre environnement. C'est-à-dire que de temps en temps, on est dans des environnements qui ont beaucoup de contraintes de mise en production parce qu'il y a des best practices. Et donc, dans ce cas-là, on est encore en train d'apprendre à brancher Scrub dans ces environnements de production. Et donc, pour la question, c'est comment est-ce qu'on connecte Scrub avec les environnements de production. Donc, c'est des choses qui doivent évoluer. Et d'ailleurs, Scrub est une librairie open source, donc en particulier pour mettre en production. Et éventuellement, on peut en parler sur le paper de Scrub. Voilà. D'accord, très bien. Une question. Alors, je répète la question parce que je pense l'avoir entendue. C'est quoi l'apprentissage automatique et quel est le rapport avec la librairie Scrub? Donc, l'apprentissage automatique, qu'on peut appeler machine learning also, c'est l'idée qu'on va utiliser des exemples pour apprendre, donc pour fabriquer des modèles prédictifs, pour fabriquer quelque chose qui associe des données. Et donc, par exemple, un cas classique, c'est apprendre à reconnaître des fraudes. On pourrait le programmer à la main. On pourrait dire, si le montant est plus de 1000, alors c'est une fraude. Et en apprentissage statistique, en apprentissage automatique, l'idée, c'est qu'on va montrer des exemples et on va dire, là, il y a une fraude, là, il n'y a pas une fraude, là, il y a une fraude, là, il n'y a pas une fraude. Et après, on va apprendre tout seul, à partir des données, qu'est-ce qui caractérise une fraude. Et le lien avec Scrub, c'est que Scrub, c'est une librairie qui facilite l'apprentissage statistique sur les data frames, donc les données de table, de type table relationnelle. D'accord, docteur. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci pour la présentation, c'était excellent et ils ont appris beaucoup. Donc, on peut aussi s'orienter vers votre page personnelle et comme ça, ils peuvent vous écrire si ils ont des questions spécifiques. Et on espère aussi avoir le notebook et comme ça, on partagera avec eux. Merci beaucoup pour la disponibilité et à très bientôt. Donc, on vous libère. Oui. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci beaucoup de l'invitation.